psychanalyse. Par Jocelyn, qui ne se connaît pas tellement bien. Ouais, mais il y travaille, non? Oui, ça commence à faire fatigant. Ouais. Je vais rechercher le texte que j'ai lu plusieurs fois, mais je vais le chercher une seconde. Oui, on croit connaître Jocelyn, mais on ne le connaît pas en fait. Attends, j'arrête le son. Martine, plaisir de te voir. Martine, tu es retournée chez toi ou tu es encore Non, toujours pas, je suis toujours là. On m'a rajouté une semaine le pied en l'air. J'espère pouvoir rentrer dimanche. Eh ben, on espère tous. J'espère pouvoir poser le pied par terre dimanche. Martine, tu rentres demain Non, je ne rentre pas demain. et si Je rentre dimanche. Myriam, elle vient te chercher exprès. Non, elle m'a proposé de venir aujourd'hui et je lui ai dit non parce que ma belle-fille, elle veut que je voie encore une fois l'orthopède dimanche. Pour information, je vous signale que tout est enregistré à partir de Aïe. 5 minutes. Donc, tout va être sur YouTube. Hein, donc, voilà. Bon, alors, allez. Ah, j'ai pris mon texte que j'ai lu plein de fois. Alors, les craintes envers la psychanalyse sont-elles justifiées? Alors, donne-nous déjà la réponse, Jocelyn, oui ou non? Et Patrick aussi, tu es bien placé pour ça. Donnez-nous déjà la réponse, ne nous faites pas attendre. Oui ou non? Je n'ai pas fait attention. Tu m'as posé une question personnelle, je n'ai pas entendu. Oui, j'ai dit, toi et Patrick, donnez-nous la réponse déjà. Les craintes sont-elles justifiées, oui ou non? Comme ça, ceux qui veulent partir, ils auront déjà la réponse. Bon, allez, vas-y. C'est vous. Attends, j'ai tellement téléphone. C'est vous qui, à la fin, devrez dire si vous. D'accord. Bon, je ferme mon téléphone, j'avais oublié. Voilà, désactivez le son à tous, s'il vous plaît. Désactivez le son, un peu mieux. Oui, j'ai fait. Non, mais... Allez, ok, tout le monde ferme le son, je ferme le son. Allez. Oui, j'ai fait mieux. À toi, Jocelyn. Merci. Donc, bonsoir à tout le monde. Beaucoup de plaisir à rencontrer des amis que je n'ai pas vus depuis longtemps. Et je vous remercie de prendre le risque de rater une soirée en m'écoutant, en sachant pas d'avance si ce sera valable ou non. C'est peut-être ça une des premières craintes de mienne. Et je dois dire, pour commencer, bien que je vais parler de psychanalyse, je ne suis pas du tout représentant officiel de psychanalyse, j'ai aucun rôle aujourd'hui. J'ai été une fois trésorier, j'ai été une fois secrétaire de la Société israélienne de psychanalyse, je suis reconnu comme psychanalyste, mais aujourd'hui, depuis déjà quelques années, je ne participe plus aux travaux pour des raisons de discussion personnelle avec la Société israélienne de psychanalyse. Donc, ce que je veux dire, c'est ce que je pense, et comme dans toutes les écoles de pensée, puisque la psychanalyse est aussi une école de pensée, il peut y avoir des différences de pensée même dans le même cadre théorique a priori. Une des premières choses qu'il faudrait repérer, que je propose de repérer quand on parle de psychanalyse, c'est que cette théorie de la pensée, cette théorie du développement de la psyché, du monde psychique, de son développement et éventuellement de sa thérapie, à plusieurs aspects. Elle se place, en fin de compte, de façon assez intéressante, pas paradoxale, à la fois dans la philosophie et dans la psychanalyse. Je me souviens que dans les classes de philosophie en terminale, il y avait un petit chapitre sur la psychanalyse, tout simplement parce que la psychanalyse se préoccupe d'une question fondamentale de la philosophie, à savoir quel homme, quel être humain, pourquoi existe-t-il, que fait-il, que lui arrive-t-il. Donc il y a aussi une réflexion philosophique derrière la réflexion psychanalytique. Mais elle se place aussi dans le cadre de la psychologie comme discipline universitaire et comme discipline scientifique. Et là, il y a un problème. Il y a un problème que je dois examiner dès maintenant, c'est que la psychanalyse, au-delà de ses principes, mais dans son activité thérapeutique, a beaucoup de mal
sinon impossibilité, à prouver son efficacité. C'est un des défauts qu'on lui reproche, de ne jamais pouvoir vraiment dire si elle est plus efficace que d'autres psychothérapies ou que d'autres prises en charge des patients, des personnes souffrant dans leur vie psychique. Et ça pour une raison que je vais expliciter maintenant, qui ça quelque part une fois, la psychanalyse est comme la physique quantique, l'observation du système le modifie. C'est-à-dire qu'il est impossible, en fait, de vérifier, d'assister à une séance de psychanalyse sans la modifier. Si on désirait mettre une caméra dans un cabinet de psychanalyse, il faudrait, du point de vue éthique, évidemment, le dire au patient, et le psychanalyste le saurait, et cette séance ou la suite des séances ne pourrait absolument pas être représentative de ce qu'est vraiment une séance de psychanalyse, à plus forte raison d'une cure de psychanalyse, parce que ni le patient ni le psychanalyste se conduiraient comme d'habitude, quand il n'est ni filmé ni écouté. Donc on s'en tient en gros en psychanalyse à la casuistique, au rapport de cas, de gens qui se rencontrent, qui parlent des cas qu'ils ont eus et qui montrent effectivement un développement plutôt positif de leur vie psychique au-delà de la cure, laquelle est, comme vous le savez, problématique. Elle dure longtemps, elle est plusieurs fois par semaine et pas tout le monde peut se le payer. Maintenant, il y a des autres domaines de la psychanalyse, on va peut-être arriver, et dans cela, il touche aussi la philosophie. La psychanalyse s'est intéressée à Freud et ses élèves à travers toutes les générations, s'est préoccupé et s'est intéressé aussi à d'autres phénomènes sociaux, à savoir la psychologie des masses, les guerres, le début de l'humanité, totem et tabou, le malaise dans la civilisation. Freud s'est aussi engagé à parler d'autres choses du strict domaine de la santé mentale et du fonctionnement mental. Il faut reconnaître que ces livres-là, qui ne sont pas strictement du domaine, sont beaucoup moins convaincants, en tout cas, ou intéressants que les autres. Alors, je ne suis pas là pour parler de Freud, bien qu'en général, ça fait bien quand on commence une conférence ou une discussion sur la psychanalyse, on doit citer Freud. Eh bien, je ne vais pas citer Freud dès le départ, peut-être après ça viendra. Et l'histoire de cette présentation que vous avez vue, c'est une présentation que j'ai faite il y a une dizaine d'années à la demande d'un groupe de réflexion en France qui s'appelle le groupe Mahavar. C'est le fils de Marcel Marceau, Joseph Marceau, qui a créé cette société, ce groupe de réflexion, et qui organise tous les ans, tous les 2 ans. Et donc, j'ai été 2 fois invité à parler. Ce qui est intéressant, c'est que ça se donnait dans la salle de conférence de l'Assemblée nationale, mais ça n'a absolument rien à voir avec la Chambre des députés, et sinon le lieu lui-même. La deuxième conférence était sur la violence dans tous ses états, qui est aussi quelque chose d'intéressant. Alors, on va passer au sujet lui-même. Pourquoi ce sujet? Je crois que c'est lui qui m'avait dit, c'était sur la psychanalyse, il m'a dit, est-ce que vous pouvez parler du malaise, enfin des craintes, des appréhensions vis-à-vis de la psychanalyse? Donc, ça m'a questionné, je lui ai dit, en fin de compte, c'est intéressant d'en parler. Il se passe quelque chose? Bon, je continue. Et si vous avez lu le texte, je commence par une petite anecdote, une anecdote qui se répète, hélas. Et comment j'ai raconté ça? Lorsque dans une réunion d'amis ou un cocktail entre un orthopédiste, personne ne craint d'être plâtré. Pas toi non plus, Martine. Si c'est un gynécologue qui arrive, nulle femme ne craindra un toucher vaginal. Par contre, si c'est un psychiatre, psychologue, psychanalyste qui font son entrée, alors il se retrouvera toujours quelqu'un pour mettre en garde l'Assemblée d'un danger potentiel, celui d'être testé. En fait, on est là comme les autres pour bouffer des canapés.
ça nous change et non pour détester et détester qui que ce soit. Alors, effectivement, même par les Américains, ça nous arrive. On rentre, il dit, faites attention, Jocelyn, il est psychiatre, psychanalyste, machin. Faites attention à ce que vous dites. Alors, je veux vraiment vous libérer de cette première crainte. On passe pas notre temps lorsqu'on se rencontre ensemble, lorsque vous m'invitez ou lorsque vous êtes invité chez moi. Je vous assure, je vous promets que je ne fais aucun diagnostic, aucune étude et j'examine pas à la loupe vos paroles et votre inconscient ou conscient, n'importe quoi. Alors, parfois, ça devient vraiment dérangeant parce que, alors, on constate effectivement des gens font attention à ce qu'ils disent. Alors, ça, c'est peut-être une des premières craintes. De façon générale, le psychanalyste est soi-disant celui qui sait quelque chose que la personne elle-même peut-être ne sait pas, puisqu'il s'agit de son inconscient, qui risque de le découvrir, et cette personne peut ne pas avoir tellement envie que cette partie de sa personne, de son individualité, soit connue. Eliane Amado Lévy-Vanassi, que beaucoup d'entre vous connaissent ou ont connu, elle exprime ça dans une jolie phrase. Elle dit, les bonnes gens n'avaient aucune envie qu'on leur dise que leur inconscient connaissait des désirs sexuels non admis au niveau de leur claire conscience. C'est-à-dire que, à la fois, il y a cette attitude un peu ambivalente vis-à-vis des psychanalystes. On dit, dis-moi, qu'est-ce que tu penses que je vais, mais ne le dis pas quand même. C'est-à-dire, on veut savoir, mais on ne veut pas savoir. Et le psychanalyse est dans cette situation ambivalente où on en veut et on n'en veut pas, et à la fois. Or, si quelqu'un veut vraiment savoir approfondir sa conscience personnelle et savoir ce qu'il est, quoi il est, comment il fonctionne, il a la part de conscient, d'inconscient dans ses discours, dans son fonctionnement, ben, il n'y a qu'une méthode, il s'agit de la psychanalyse comme cure, mais c'est pas de cela que je vais parler. Mais cette crainte de la psychanalyse était omniprésente dès le début. Il y a la psychanalyse, hein, puisque Freud est décédé en 1939, et qu'il est né, je crois, en 56, quelque chose comme ça. Et dès ses débuts, l'école psychanalytique qui avait été fondée par Bleuler et par Freud après, a été sujet de critiques, d'appréhension, de regard en biais comme ça. Qu'est-ce qu'il nous apporte? Surtout quand il commençait à parler de pulsion et d'inconscient, on voulait pas trop savoir. Et plusieurs prophètes ont prophétisé la fin de la psychanalyse à toutes les époques, mais la psychanalyse encore aujourd'hui se porte pas trop mal. En Israël, elle se porte très bien. Il y a, d'après ce qu'on m'a dit, 140, 150 candidats dans les différents instituts de psychanalyse en Israël. En France, ça a diminué. Il y a eu une période en France où on ne pouvait pas imaginer, quand j'ai fait mes débuts en psychiatrie à l'hôpital Sainte-Anne, on ne pouvait pas imaginer de faire une carrière psychiatrique sans être psychanalysé. Et en Israël aussi, au début, quand je suis arrivé dans les années, en fin 69, tous les hôpitaux psychiatriques, sauf l'hôpital de Géa à Petah Tikva, étaient dirigés par des psychanalystes. Aujourd'hui, autant que je sache, aucun n'est dirigé par des psychanalystes. La psychanalyse, en tout cas dans le monde psychiatrique, a perdu beaucoup de son emblème, de son importance. Par contre, ça devient de plus en plus, c'est déjà devenu plutôt une spécialisation de la psychologie pour les psychologues et les assistants sociaux. Et il y a de moins en moins de psychiatres qui font une carrière psychanalytique parallèlement à leur... pour une raison, je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est pas vraiment, mais parce que le développement de la psychiatrie s'oriente de plus en plus, grâce aux neurosciences, vers la neuropsychiatrie et la compréhension des fonctions mentales du cerveau, qui est très intéressante et qui est très enrichissante, et du point de vue de la compréhension, de la connaissance du monde psychique de l'homme, mais aussi avec des prolongements thérapeutiques qui sont, j'allais dire, plus convaincants que la psychanalyse, en tout cas moins chers et moins longs dans leur efficacité. Mais la psychanalyse a d'autres indications, on l'a appelé la psychologie des profondeurs,
parce qu'effectivement, elle va très très loin. Juste, je sais pas, je suppose que tout le monde sait ce que c'est qu'une cure analytique. C'est venir, selon les écoles en France, en Argentine, n'importe, 3 fois ou 4 fois par semaine, dans certaines écoles anglaises aussi 5 fois par semaine, et se coucher sur le divan. Et cela peut durer 4, 5 ans, parfois beaucoup plus. Et donc, la consigne est donnée de dire au patient, à la personne, à l'analysant, comme on dit, d'essayer de dire le plus spontanément possible tout ce qui lui vient à l'esprit. Alors, si vous y réfléchissez maintenant, si je vous donne 2 minutes pour essayer, vous verrez que c'est pas du tout facile. Et l'analyse est là pour d'abord faciliter cette possibilité d'expression spontanée. Donc, au fond, à travers les rêves, à travers les associations, à travers les jeux de mots, à travers les souvenirs qui se confrontent les uns les autres, et de cette façon-là, arriver vraiment dans les profondeurs de sa psyché. Donc ça, c'est la cure psychanalytique. Un autre intérêt de la psychanalyse, à part la cure elle-même, qui est quand même l'activité la plus importante, c'est aussi le travail dans les équipes. Il y a un livre en France qui m'avait beaucoup impressionné, qui s'appelait Le psychanalyse sans divan. Psychanalyse sans divan, ça veut dire que la compréhension des phénomènes inconscients dans les relations humaines, ce qu'on appelle le transfert, le contre-transfert, je ne vais pas rentrer dans le détail des concepts, et peut-être très enrichissant dans la compréhension des équipes de travail, surtout en psychiatrie d'urgence, et en France, beaucoup plus qu'en Israël, et ça je peux le regretter. Beaucoup de services de gynécologie, de prématurés, des services qui sont confrontés à des difficultés sociales, et, comme la fertilité, la stérilité, le travail avec les couples. Cette part de conscient et d'inconscient est importante à élaborer et facilite ou amoindrit la souffrance des couples et des personnes auxquelles on a affaire. Et aussi dans les services psychiatriques, même s'ils sont d'orientation plutôt biologique, et les phénomènes auxquels sont confrontés, que ce soit les instituteurs, les assistants sociaux, les psychologues, les psychiatres eux-mêmes, etc., sont confrontés à une souffrance mentale qui influence, qui agit sur la personne elle-même, et cela doit être travaillé dans des groupes de réflexion. Alors, je reviens au premier chapitre, les craintes vis-à-vis du grand public et de la société. Il y a c'est pas une anecdote, en fait, un rappel, un souvenir. En septembre 1909, excusez-moi, Freud est invité à donner une série de conférences aux États-Unis d'Amérique, à la Clark University, et c'est à cette occasion qu'il aurait fait à Jung, qui était son collègue, après ils sont beaucoup fâchés, et à Ferenczi, la confidence, devenue célèbre, il a dit ceci: ils ne savent pas que nous leur apportons la peste. Qu'avait-il en tête en qualifiant ainsi son école? Outre les commentaires officiels sur cette phrase, chaque analysant a dû apporter ses propres associations, plus ou moins libres selon les phases de son transfert, bien sûr. Alors c'est vrai que la psychanalyse peut être vécue au niveau de l'individu et au niveau de la société comme une peste, c'est-à-dire comme une souffrance, parce qu'effectivement c'est très difficile, elle révèle des choses que l'on préférait ne pas toujours révéler. Un de mes maîtres en psychanalyse, le professeur Serge Lebovici, qui était très connu en France, qui est décédé bien sûr depuis, et dans une conférence auquel je l'avais invité ici en Israël, à donner en Israël, avait donné cette définition de la psychanalyse qui me semblait très, très judicieuse et très représentative en fin de compte. Il dit la psychanalyse, c'est la position ET. La psychanalyse, c'est cette discipline, cette découverte qui fait que toute chose est elle-même et autre chose aussi. Autre chose, ce qu'elle peut symboliser, ce qu'elle peut rappeler, ce qu'elle peut dire. Et tout le monde peut faire cet exercice, que une télévision, c'est une télévision, chacun regarde son écran, mais c'est aussi quoi? C'est un œil, c'est le Big Brother qui nous regarde, c'est un jeu, c'est
chacun pourra associer librement. Et la psychanalyse est là pour essayer justement, et dans le domaine individuel et dans le domaine plus général, de voir derrière chaque parole, de voir chaque fait, qu'il est beaucoup plus riche que son énoncé pur et simple. Et cela est très enrichissant et au niveau de l'individu, au niveau de la société aussi. Là, je parle un peu en association libre, comme on le fait en psychanalyse. Par exemple, dans le domaine des arts, les travaux qui ont été faits, notamment par Noyes en Israël, et sur la psychanalyse des arts, de la littérature, des arts plastiques, est très intéressante et très enrichissante en montrant derrière un tableau, derrière une nouvelle, un livre, quoi que ce soit, une sculpture, eh bien, il y a autre chose, certes personnelle à l'auteur, à l'artiste, mais aussi de façon beaucoup plus générale sur la culture qui est représentée à travers cela. Donc ça, de façon générale, c'est la première crainte qui, comme je le dis, est à la fois une crainte, mais aussi une recherche. Dis-moi ce que je suis, mais pas trop, pas devant tout le monde, ou jusqu'à un certain point. Et on craint comme si, comme j'ai dit, qu'on se balade partout et qu'on passe notre temps à psychanalyser, ou les personnes à leur, comment dire, comme en français, sans qu'ils le sachent. Le deuxième domaine qui pourrait apporter des craintes et qui suit un peu celui-là, c'est la crainte de ce qu'on appelle les interprétations sauvages. Il y a une tendance, disons ça comme ça, quand il y a une centaine d'années, avant le développement de la psychanalyse, quand j'arrivais en retard à un rendez-vous, on me disait, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il y a eu un encombrement. Aujourd'hui, on dirait, ah, tu es en retard parce que tu étais ambivalent, est-ce que tu voulais venir ou tu ne voulais pas venir? C'est-à-dire que chacun s'autorise à interpréter telle ou telle attitude. Et si quelqu'un griffonne un petit dessin sur la serviette en papier dans un repas entre amis, dit, ah, montre-moi, ah, tu as dessiné ça, ça veut dire que tu penses à ça, tu penses à ci, tu penses à ça. Et d'abord, du point de vue éthique, c'est une intrusion dans la vie personnelle, même si je le pense, je n'ai pas à le dire. Je n'ai le droit d'interpréter que la personne qui m'a demandé à être interprétée avec une connaissance elle-même et qui me paye pour ça et qui est prêt, mais certainement pas quelqu'un comme ça. Je me prends pour quelqu'un qui comprend tout et ça se fait pas seulement dans le domaine psychanalytique, ce qui me semble même encore plus grave entre collègues, mais dans la vie de tous les jours. Et je suppose que beaucoup d'entre vous, d'entre nous, se sont pris à ce jeu parfois de dire, ah, tu voulais pas venir, tu voulais pas venir, tu as dit ceci, ah, tu es habillé comme ça parce que ceci, cela. Et c'est un domaine, c'est une des craintes que l'on attribue à la psychanalyse, mais qu'on lui fait encaisser cette crainte, mais qui n'est pas fait par la psychanalyse. Mais la vulgarisation de la psychanalyse dans tous les domaines, dans tous les pays, a fait en sorte que chacun s'autorise, après avoir lu un ou deux livres, écouté une conférence, s'autorise à interpréter son prochain. Et ça peut être parfois très, très dérangeant et aussi remettre en cause des amitiés même solides. Donc, je recommande, n'interprétez pas si on ne vous l'a pas demandé, même si vous êtes sûr que votre interprétation est juste. Ce qui n'est jamais sûr, il n'y a que le patient qui peut dire à son psychanalyste, ah, cette interprétation, oui, effectivement, j'y avais pas pensé, mais ça m'ouvre quelque chose, ça me permet de comprendre quelque chose. Et même, certainement, dit à comparer l'interprétation qui est l'objet majeur de la cure analytique à la maïotique je crois que c'était Platon qui parlait de maïotique, c'est-à-dire comme un accouchement. La séance, enfin les séances qui se suivent les unes après les autres, doivent approcher doucement, doucement un contenu refoulé,
problématiques, anxiogènes. Pardon. Et le psychanalyste doit aider le patient à faire venir cette compréhension de lui-même, et la meilleure interprétation, c'est celle que le patient se fait à lui-même et non pas celle que le psychanalyste devra faire, enfin, qu'il fera en soutenant les choses. Le deuxième domaine, je suis un peu mon texte, qui fait la psychanalyse, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, après de là, mais enfin, d'élargir. Étant donné que vous connaissez et que vous comprenez tout, alors expliquez-nous aussi des choses, des domaines qui ne sont pas le vôtre. Il y avait un a priori, enfin, il y avait une boutade, mais qui n'était pas tellement une boutade à l'époque, c'était dans les années 60, ouais, 60, 62. Khrouchtchev et Kennedy, c'était dans quelles années? Il y a des historiens parmi nous, les années 60 à peu près. Alors, un psychanalyste aurait dit, donnez-moi Kennedy et Khrouchtchev en psychanalyse, il n'y aura plus de guerre dans le monde. Il suffit d'interpréter, de connaître la psyché de tout un chacun, et on sait très bien que ce n'est pas vrai. Donc, il y a une prudence à respecter entre un éclairage qui peut être enrichissant et cette omnipotence que peuvent avoir certains psychanalystes de pouvoir régler tous les domaines. Le troisième domaine qui a été largement diffusé aussi, c'est l'influence de la psychanalyse dans l'élevage des enfants et dans l'éducation. En Israël, on était très sensible à cela. Vous savez, au début, le kibbutz se posait des questions. Comment fabriquer cet enfant sublime, cet enfant parfait, le parfait nouvel israélien, le nouveau juif? C'est pour ça qu'il disait juif, il disait israélien à l'époque, qui débarrassait de toutes les scories de la Shoah et les mauvaises influences de la galoute. Il faut arriver à l'éduquer. Ils se sont fait aider par des psychanalystes, j'ai connu certains, peu importe, et qui ont dit que, comme selon les principes psychanalytiques, aider l'enfant à s'exprimer, comprendre ce qu'il fait, l'orienter dans le sens de ses besoins, de ses pulsions, de ses réflexions. Et c'est sur cette base-là qu'a été fondé les éducateurs spécialisés. Mais les parents ne sont pas nés pour être des parents. Les parents font naître des enfants, mais ce ne sont pas a priori des professionnels de l'éducation des enfants, et c'est ce qui a amené à comment dire, à Dina Meshutefet, que les enfants, les bébés, même pas après, enfin, je crois que c'était dans 2-3 premiers mois, étaient mis dans des nurseries, dans Beta Yeladim, et étaient éduqués par des éducatrices. Et les mères avaient le droit, ça s'appelait l'heure maternelle, de prendre l'enfant et pour l'allaiter et le ramener après l'allaitement à son groupe d'appartenance. Et même plus tard, c'est difficile, les enfants continuaient même à des âges plus avancés, et les mères, on voyait qu'elles cherchaient n'importe quelle excuse pendant leur journée de travail pour aller chercher quelque chose à la maison, pour aller voir son bébé dans la maison des enfants, etc. Donc ça a été un domaine où les choses ont été menées à l'extrême. Et disons qu'on a compris un des principes, une découverte de la psychanalyse du complexe d'Oedipe, alors on disait, oui, le pauvre petit, il aime sa maman, il est en colère, il peut dire ce qu'il veut à son papa. Ces choses-là ont été quand même corrigées, ça a pris du temps, beaucoup trop de temps. Un des méfaits... Pardon ? J'entends pas. Quelqu'un a parlé, s'adresse à moi? Vous pouvez poser des questions au fur et à mesure, ça me dérange. Tout le monde a désactivé le son, Jocelyn, donc continue. Je continue. Oui, continue. Bon, C'est un plaisir, continue. C'est Claudine Bronstein qui n'a pas son micro. Claudine, ton micro. Voilà, j'ai désactivé. Merci. Vas-y, Jocelyn. Un des méfaits graves, à mon avis plutôt
en tant que psychiatre et psychanalyste, puisque je vois les deux domaines en même temps, c'est que cette laxité dans l'éducation, de permettre à l'enfant de s'exprimer, de dire ce qui lui vient à l'esprit, etc., a mené à des abus très, très graves qui ont été corrigés maintenant dans les 10, 20, 15 dernières années, mais pas suffisamment. Que l'enfant, pour grandir, il a besoin sans doute d'amour éternel et d'exprimer sa sensibilité et sa créativité, mais il doit avoir aussi besoin de limites. Et cette notion de limite dans l'éducation qui a été moins mise en avant par la psychanalyse, au contraire, elle a remis en question les limites, mais je crois que c'est important maintenant d'en parler puisqu'on parle des craintes. Alors ça, c'était vraiment une crainte que beaucoup trop d'enfants, et encore aujourd'hui, sont éduqués sans mettre de limites. C'est-à-dire on leur permet pratiquement tout. Je pense que vous avez tous assisté, comme moi, à ces scènes. Un exemple, dans un supermarché, le gosse de 3 ans, 4 ans, 5 ans dit « je veux ça ». On lui dit « non ». Il commence à se jeter par terre, il tape par terre, il pleure. Mais je veux. Oui, bon, d'accord, hein, cette fois, mais c'est la dernière fois. On le revoit le lendemain au super, il continue la même chose. Et ensuite, aux âges plus avancés, c'est avec les devoirs, avec la télévision, avec d'autres choses. Alors, ce qui est fondamental et à apprendre, c'est qu'un enfant, pour se développer, pour avoir confiance en ses parents, il doit avoir les limites. C'est-à-dire qu'un enfant qui, parce qu'on ne lui met pas suffisamment clairement de dire « je suis ta maman, je t'aime beaucoup et c'est parce que je t'aime beaucoup que je t'interdis maintenant de regarder la télévision ou de jouer à ce jeu ou de ne pas être à table. C'est parce que je t'aime beaucoup que je te l'interdis pour ton bien. » Parce que le contraire, si l'enfant arrive par ses cris, par ses pleurs, et à faire à obtenir ce qu'il veut, eh bien, il dira ce parent, cette père, cette mère, je ne peux pas leur faire confiance. Il suffit que je pleure et ils font tout ce que je veux. Alors, ce dont l'enfant a besoin, c'est de parents solides, de parents forts, sur lesquels il peut se reposer. Et souvent, c'est pas ces enfants-là qui n'ont pas été éduqués dans un cadre respectueux, aimant, mais clair, ont des peurs nocturnes, ont des cauchemars, parce qu'ils se disent, s'il arrive quelque chose, et dans notre pays, ces craintes-là sont encore plus fréquentes, eh bien, il n'est pas sûr de pouvoir compter sur ses parents pour le défendre et le protéger. Donc, ce domaine de la laxité en éducation est un problème très grave et qui a été, où je crois qu'on peut accuser la psychanalyse d'avoir laissé les choses se faire pas comme il fallait. Par contre, Anna Freud, qui était la fille célibataire de Freud et qui était aussi psychanalyste, et Mélanie Klein, qui était aussi une psychanalyste à l'époque, avait insisté plus que lui sur la valeur éducative d'une psychothérapie. C'est-à-dire la psychothérapie des enfants, c'est pas seulement interpréter les dessins, les jeux avec lesquels on joue avec eux, ce qui peut être parfois très, très prégnant, très intéressant. Et il y a des psychothérapeutes qui se laissent aller à jouer avec le gosse et qui oublient qu'il est là pour être traité et que le jeu n'est qu'un moyen et pas un but. Mais que la psychothérapie est là effectivement pour mettre des limites et permettre à l'enfant de comprendre sa conduite, ses pensées, ses rêves, etc., mais dans un cadre qui respecte l'adulte, qui respecte les lois de la société dans laquelle il vit. Alors, ça, c'était les craintes de la société en général. J'avance un peu dans le texte. J'ai appelé ça les craintes quant aux craintes du patient en analyse. C'est peut-être moins intéressant, parce que je sais pas, s'il y a des psychanalystes parmi vous, des gens qui étaient en analyse. Et, comme j'ai dit tout à l'heure de façon générale, mais là, les craintes du patient vis-à-vis de son analyste. L'analyse, donc, il est choisi en général de façon très, très minutieuse
après avoir pris des renseignements auprès d'anciens patients ou de patients actuels, auprès de gens qui sont dans une liste ou n'importe, et est investi de projections très ambivalentes, à la fois comme une image paternelle ou maternelle, ou peu importe le sexe du psychanalyste, ça peut être l'un ou l'autre, ou les deux à la fois, les personnes avec qui on transfère, le transfert est la relocation, on pourrait dire, le transfert, le passage d'affect que l'on a vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis des personnes importantes de son jeune âge, sur le psychanalyste. Et qui entraîne donc le patient à parler au psychanalyste spontanément, hein, inconsciemment souvent, comme si c'était son père qui lui fait des reproches, qui le remercie, qui utilise le même langage qu'il utilisait avec ses parents. Mais d'un autre côté, comme la même ambivalence qui existe vis-à-vis des parents, alors cette ambivalence peut se reporter et transférer sur le psychanalyste lui-même, et ça peut, cette crainte risque d'amener des dérapages, on peut dire dans la relation patient, patient-médecin ou patient psychanalyste, puisqu'il n'y a plus de médecin psychanalyste, et rentrer dans un engrenage qui peut être parfois très difficile, sans aller dans les abus. Ce qu'on appelle le contre-transfert, c'est-à-dire ce sont les affects que l'analyste lui-même peut avoir vis-à-vis de son patient, sa patiente, c'est la même chose. C'est pas la même chose, mais enfin, c'est du point de vue théorique. Et qu'il y a des patients qui sont évidemment beaucoup plus intéressants que d'autres. Il y a des patients qui sont plus séduisants que d'autres. Il y a des patients qui sont plus intéressants que d'autres dans la problématique, comment dire, challenging, qui ont une pathologie comme ça qui doit faire mobiliser des outils de traitement beaucoup plus compliqués. Et comme tout professionnel, alors, tout médecin veut réussir dans son travail. Et alors de projeter de façon inconsciente, il y en a qui disent que contre-transfert, c'est l'inconscient du thérapeute vis-à-vis de son patient, d'autres qui disent c'est tous les affects, même conscients, qu'il peut avoir vis-à-vis de lui, et qui peuvent entraver la crainte, c'est que ça peut entraver la psychanalyse elle-même, soit la poursuivre, soit rentrer dans des relations qui n'ont plus rien à faire avec une psychanalyse ou un acte médical. Je fais allusion là à des choses qui sont très diffusées dans la presse, mais je crois que dans la réalité, je crois, pourquoi je dis qu'on croit? Parce qu'on a participé tous une fois à une recherche de quelqu'un qui nous disait, est-ce que est-ce que vous avez déjà rencontré ou est-ce que vous savez des cas de relations sexuelles entre un psychanalyste et son ou sa patiente? Et on n'a jamais reçu, en fait, moi, les résultats de cette recherche. On sait par-ci, par-là, on a entendu certains cas, mais c'est pas aussi fréquent que la grande presse ou que le langage général en parle. Mais c'est un risque à prendre, et c'est pour ça qu'il faut garder cette notion de neutralité bienveillante vis-à-vis de patients, en France, on se donne la main, en Israël, de toute façon, on ne donne pas la main, mais garder une attitude comme ça, pas très, suffisamment distante pour pas déraper sur d'un autre domaine. Et surtout, ne pas faire poursuivre. Il y a des psychanalyses qui durent presque indéfiniment, jusqu'à la mort du thérapeute ou du patient, et c'est tout à fait injustifié. Le thérapeute, le psychanalyste doit être capable de mettre fin, de savoir organiser certains traitements, ne pas oublier que ce qu'il fait, c'est une thérapie et non pas seulement une recherche personnelle sur la fonction de telle ou telle personne. Alors on arrive là aux indications de la psychanalyse. Je crois que c'est quand même un domaine beaucoup trop
trop pointu de dire les névroses, les psychoses. Enfin, à un moment donné, on pensait que même les psychoses, c'est-à-dire que des troubles graves des troubles graves de la pensée, des hallucinations, euh, des pertes de conscience de la réalité. Et il y en a qui l'ont fait, qui ont fait beaucoup de livres là-dessus. Je crois qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus confronté en psychothérapie, en psychanalyse, à ce qu'on appelle les troubles borderline, les troubles limites de la psyché, qui sont des troubles graves dans le fonctionnement de ces personnes-là et qui peuvent amener souvent à des suicides. Et c'est une prise en charge qui est très difficile. En fait, aujourd'hui, je crois, mais là, de nouveau, je suis très peu en contact avec le monde psychanalytique. La psychanalyse est surtout très utile comme formation. Il se trouve en Israël et dans tous les pays, en fait, tous les pays occidentaux en tout cas, j'avais lu une fois un truc qui avait marqué, et il y a 500 méthodes de psychothérapie publiées. Il y en a encore 500 qui ne sont pas publiées. On a tout et n'importe quoi. Hein. Des gens qui ont fait un marathon de connaissez-vous vous-même, coaching, 36 000 trucs, il faut trouver le bon mot comme ça, et on met une pancarte en bas de ces histoires. Et ces gens font des psychothérapies, et les gens disent aux gens, venez, parlez-moi de vous-même, je vais vous aider. Et ils n'ont aucun contrôle, ils n'ont pas travaillé eux-mêmes suffisamment. Ce qu'on appelle la psychanalyse didactique, c'est-à-dire celle que l'on est obligé de faire avant de faire les études théoriques de psychanalyse, nous permet justement d'être confrontés à ce problème de transfert, de contre-transfert, de rêve, d'interprétation, de projection, de déni, de tous ces mécanismes de défense, et d'en prendre conscience au maximum. C'est sûr qu'aucune analyse, Freud avait écrit un article sur psychanalyse terminable et interminable. En fait, la psychanalyse doit se terminer lorsque l'analyste est capable de s'analyser lui-même. Il essaierait d'analyser ses paroles, ses relations, son mode de vie. Et donc, il y a des gens qui n'ont pas été formés, nous, on reçoit parfois des gens qui ont dit, oui, j'ai fait 1 an, 2 ans en coaching, en machin, avec, je crois, enfin, des noms chinois, japonais, on peut un peu tout dire. Et la personne, le thérapeute, celui qui se prétend thérapeute, dit tout et n'importe quoi, et il n'est pas capable de voir, et parfois ça peut réveiller des psychoses sous-jacentes ou des crises d'angoisse mal contrôlées ou des crises obsessionnelles. Et alors, évidemment, la personne ne sait plus trop quoi faire, et alors elle arrête ou elle fait partir. Donc, c'est des choses très graves. Si quelqu'un veut se faire aider, bien sûr, c'est son droit et c'est bien, mais il faut vraiment qu'il vérifie de façon très très claire chez qui il va et quelle formation cette personne a eu avant de se permettre d'intervenir tellement dans l'intimité de sa vie psychique. Autre domaine dans la liste, la crainte de la femme vis-à-vis de la psychanalyse. Alors, Freud, effectivement, avait dit que pour Freud, la femme est la grande inconnue qui est quand même un être humain. C'était très gentil de sa part quand même. Depuis, on a beaucoup avancé dans ce domaine. Beaucoup de psychanalystes femmes, comment ça s'appelle, Deutsch, peu importe. Et vous trouvez que c'est pas l'histoire de l'envie du pénis, l'envie du vagin. Bon, c'était les débuts, il fallait travailler là-dessus aussi. En fin de compte, je ne crois pas que les femmes, là, peut-être, ce que j'ai dit tout à l'heure, éventuellement la crainte que pour avoir une femme dans la psychanalyse, c'est d'être d'abuser par son psychanalyste, c'est quand même très rare. Et de même que le psychanalyste peut être abusé par sa patiente, et ça peut être le désir de la patiente justement d'être abusée, de séduire le désir de la femme, de la patiente femme. Ça peut être un patient homme aussi, vis-à-vis de sa psychanalyste femme ou de son psychanalyste homme. Lui, les gens
s'adaptent les uns aux autres, homosexuels ou hétérosexuels. Donc ça, c'est une des craintes. Mais du point de vue théorique, il n'y a pas, je crois pas, qu'il y a quelque chose dans le domaine de la femme. Peut-être qu'il y a une plus grande sensibilité. Je sais que j'ai eu très peu de psychanalyse, mais 2 ou 3 étaient des femmes. C'est vrai que la relation, la sensibilité dans tous les domaines, et notamment on analyse à quelque chose, l'ambiance est beaucoup plus, pas intime dans le sens intime, mais beaucoup plus proche, beaucoup plus humaine, beaucoup plus sensible à la souffrance de l'individu. Les craintes des sociétés de psychanalyse les unes vis-à-vis des autres, ça ne me semble pas fondamental. En France, vous savez que je ne sais pas combien, il y a 3, 4, 5, 6 sociétés de psychanalyse. Souvent, au départ, soi-disant, c'est sur des différences théoriques, à quel fantasme ou à quel phénomène donner plus d'importance qu'un autre. Souvent, c'est pour des raisons très personnelles que un tel qui était candidat à être président de la société n'a pas été élu, et donc c'est insupportable pour lui, pour son narcissisme, et le narcissisme des psychanalystes n'est plus à décrire, et donc il crée une nouvelle société de psychanalyse. Et je crois que Eliana Adové avait ainsi, dans son livre Les voies et les pièges de la psychanalyse, a très bien décrit ces phénomènes. En Israël aussi, jusqu'à combien, une dizaine d'années, une vingtaine d'années, il n'y avait qu'une seule société officielle de psychanalyse qui est rattachée à la Société internationale de psychanalyse qui valide les sociétés de psychanalyse sur leur fonctionnement, sur l'enseignement qu'elles donnent, sur leurs exigences vis-à-vis des patients. Et maintenant, aujourd'hui, je crois qu'il y a une société à Tel Aviv, et il y a une société lacanienne, et il y a une société, je crois, à Bonn. Maintenant, Freud avait parlé de façon très honnête, et souvent on l'oublie dans les sociétés de psychanalyse, il avait parlé de quelque chose qu'il avait appelé le rock biologique. Et Freud avait dit que tout ce qu'on construit, cette théorie, cette pratique, il est possible. Il était neurologue, hein, il avait commencé sa carrière de médecin comme neurologue, et après, il travaillait avec Charcot, après il avait vu avec Bruyère, et doucement, doucement, il avait évolué sur la psychothérapie. Tu sais, je ne vais pas raconter l'histoire, je vous donnerai des références après. Mais il avait dit, peut-être arrivera un jour où notre compréhension des phénomènes cérébraux, du fonctionnement du cerveau, remettra en question toute notre théorie. Et ça, c'est important à repérer, parce qu'effectivement, aujourd'hui, grâce aux recherches sur le cerveau, qui sont, comme j'ai dit tout à l'heure, tout à fait passionnantes et édifiantes, au point d'avoir créé une société internationale de neuropsychanalyse, qui fait des recherches vraiment très, très intéressantes sur les fonctions mentales du cerveau, et pas seulement le cerveau, comme vous le savez, fonction motrice, fonction sensitive, une fonction végétative et des fonctions mentales, l'intelligence, les fantasmes, les désirs, les affects, ce que vous voulez. Et il repère, grâce au développement de l'imagerie cérébrale, il arrive à repérer les fonctionnements, comment le cerveau fonctionne quand l'individu est confronté à des scènes plutôt effrayantes ou plutôt sympathiques ou plutôt agréables, des objets comme ci, des objets comme ça, des scénarios d'un type à un autre. Et on comprend beaucoup mieux aujourd'hui comment. Vous savez, à la fin du 19e siècle, il y avait la théorie des localisations. Je ne sais plus qui a fait ça, un grand neurologue français, je crois. Là, vous connaissez l'expression la bosse du cerveau. Hein, il y avait des gens qui palpaient comme ça, qui savaient telle ou telle fonction cérébrale se trouve sur le cerveau. C'est une fonction repérable anatomiquement et que l'on peut diagnostiquer comme telle. Après, c'est passé de cours, la psychanalyse a pris
la relève théorie. Et aujourd'hui, ça revient, mais avec des bases beaucoup plus solides. Et là, ça pose une question qui touche à la philosophie, mais je crois que ça nous intéresse tous là, puisque on n'est pas dans un séminaire de psychanalyse. J'avais écrit un article là-dessus, je l'avais appelé Brain Fantasies. Le fait que l'on sache que telle ou telle fonction mentale passe par telle ou telle région du cerveau, et la mémorisation dans l'amygdale, la cognition dans le préfrontal cortex, etc., etc., est-ce que cela veut dire que tout émerge du cerveau? Alors, il y avait un grand psychiatre, un très reconnu, psychiatre français, Cabanis s'appelait, disait le cerveau est une glande qui secrète des pensées, des réflexions, des affects, des fantasmes, des rêves, etc. Ajuria Guerra, qui était aussi un psychiatre, un pédopsychiatre genevois, disait tout est dans le cerveau et rien dans l'auréole. Et beaucoup de neuroscientifiques aujourd'hui, qui sont, et on peut les comprendre, emballés par leurs recherches, les résultats de leurs recherches, ont tendance à dire il n'y a que le cerveau, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de néphège, il n'y a pas d'esprit. L'être humain est composé d'un corps, composé de cellules, composé de particules, c'est les mêmes partout, et il y a des fonctions qui se sont développées au fur et à mesure du développement de l'humanité, où le cerveau a grandi progressivement, notamment le cerveau frontal avec les fonctions qu'on appelle supérieures. C'est tout, il n'y a rien d'autre que ça. Donc la question est de savoir, est-ce que le cerveau, toutes les fonctions sont dans le cerveau, ou bien les fonctions mentales ont besoin du cerveau? C'est-à-dire que le cerveau est l'outil qui permet d'aimer, de réfléchir, de rêver, de fantasmer, d'aimer Dieu ou pas, et de prier. Enfin, toutes les fonctions qu'on appelle les fonctions spirituelles ne pourraient être exprimées sans qu'il y ait un cerveau. Est-ce que ça veut dire que tout est dans le cerveau, ou bien que l'esprit a besoin du cerveau pour s'exprimer, puisqu'on est fait de chair et d'os et de cerveau? Donc c'est une question qui n'est pas réglée, c'est une question qui tient à la croyance. On peut croire comme ci, on peut croire comme ça. Ce qui est important, c'est que le cerveau continue à fonctionner. Lionel Nakache, que peut-être certains de vous connaissent, Myriam connaît, qui a beaucoup travaillé sur ces questions au centre de santé neurologique de la Salpêtrière, justement avait pris le fait que même une personne qui souffre d'Alzheimer, c'est quand même c'est un être humain, même si son cerveau pratiquement ne fonctionne plus, seulement les fonctions végétatives, un peu motrices, un peu sensorielles, mais mentales certainement pas. Et pourtant, il reste un être humain et on le considère comme tel. Donc, il y a un problème éthique là qui se pose par rapport à cela. Un autre chapitre, on avance, la crainte des psys vis-à-vis d'eux-mêmes. Bon, ça, je crois que j'en ai un peu parlé tout à l'heure dans la psychanalyse didactique et les interprétations sauvages. Alors là, il y a peut-être un domaine, un autre petit chapitre, qui s'appelle la crainte des religions vis-à-vis de la psychanalyse et de la psychanalyse vis-à-vis des religions. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Il y a plusieurs années, il y a bien 30 ans, 40 ans, il y avait un congrès de psychiatrie France-Israël, un monsieur très sympathique, un collègue français, dont la spécialité, un psychiatre, spécialité, c'était d'organiser des congrès. Des congrès comme ça, très intéressants dans tous les domaines de la psychiatrie. Et puis un jour, il me voit comme ça au congrès, on se connaissait un petit peu. J'avais ma kippa, il m'a dit, mais je sais, comment tu peux être à la fois psychanalyste et croyant? Je lui dis, ah oui, ça c'est une question effectivement importante. Donc tu parles d'un a priori que c'est impossible. Il dit, oui, je voudrais que tu m'expliques. Je suis prêt à t'expliquer, mais tu m'invites, tu organises un congrès ou une conférence, un séminaire pour moi à Paris, et je te ferai une conférence là-dessus. Prendre un peu de risque.
Et comme je savais il avait des laboratoires pharmaceutiques derrière lui qui lui permettaient de financer tout ce qu'il voulait, alors j'ai effectivement été à Paris, je ne me souviens plus de la date, et pour présenter cette discussion quoi, sur les religions vis-à-vis de la psychanalyse et de la psychanalyse vis-à-vis de la religion. Si ça vous intéresse, je veux dire au moins ce que j'en ai dit. Alors lui, évidemment, il partait d'un a priori, c'est-à-dire que pour lui, il y a contradiction. Pour moi, il n'y a pas de contradiction. C'est-à-dire que l'enseignement de la psychanalyse ou la compréhension de la psychanalyse fait croire, fait penser que c'est ou l'un ou l'autre. On ne peut pas croire en Dieu, la psychanalyse. Si on considère la psychanalyse comme une croyance, c'est pas une croyance, c'est une théorie, c'est un mode de réflexion et d'accès à la vie mentale. J'avais résumé ces a priori de cette façon-là, je vais vous le lire pour ne pas en oublier. Pourquoi partir d'un a priori? Moi, j'ai pas un, 4. Je vois 4 a priori. Le premier serait celui de la théorie de la double allégeance. Le deuxième, la névrose obsessionnelle, en référence aux travaux de Freud sur névrose obsessionnelle et pratique religieuse. Le troisième serait que la pratique psychanalytique serait interdite par la loi Gilles, la Lara, et qu'il y aurait contradiction fondamentale à pratiquer à la fois la psychanalyse et la loi Gilles. Enfin, le quatrième a priori, qui me semble le plus fondamental et le plus difficile à élaborer, est celui au niveau de la métapsychologie et de la métaphysique. C'est-à-dire que la psychanalyse est fondamentalement humaniste. Elle fait reposer sa compréhension de l'homme et de son destin sur l'homme lui-même, alors qu'une religion les fait reposer sur une volonté divine. Alors on pourrait reprendre, vous voulez qu'on reprenne les a priori les uns après les autres? Ça vous intéresse ce que je dis? Personne ne réagit. Si, si, Ah, si. Oui, oui, bien sûr, c'est intéressant. Bien Ça nous sûr. intéresse. On oui. attend. Non, pas Au contraire, on est à Jérusalem, pour ça. on a le temps encore. Oui, je parle de la religion. Oui. Le monde est religieux dans la On est à salle. Jérusalem, c'est un Oui. groupe. Je me doutais un peu. Alors, celui de la double allégeance. Celui de la double allégeance, elle part d'une contradiction. La contradiction étant que la psychanalyse est une religion, une secte. C'est vrai qu'elle a été désignée comme telle. On désigne les psychanalystes comme une secte, comme ça, fermée, qui se rencontrent entre eux, qui parlent un jargon incompréhensible. Et plus il est incompréhensible, plus il y a une auréole comme ça d'intelligence. Et Lacan était vraiment celui qui a écrit les choses les plus incompréhensibles. Et il faut lire ceux qui ont interprété Lacan pour pouvoir comprendre Lacan, parce que les textes lui-même, enfin pour moi, sont beaucoup trop difficiles à comprendre tels que. Donc, c'est pas une double allégeance. On te propose la théorie psychanalytique en reprenant le développement de l'enfant et le développement de l'adulte, les forces et les phénomènes de défense, les mécanismes de défense pathologiques ou ça, que l'on utilise chacun pour contrôler nos angoisses, contrôler l'anxiété de la vie, contrôler la vitalité elle-même, le mal à vivre. Eh bien, tout ça est très enrichissant, mais ça ne veut pas dire que c'est une croyance. Hein, quand j'adopte une théorie, que ce soit la théorie de la relativité absolue, ou de la théorie des particules, ou la théorie cellulaire du corps humain, je n'ai pas une attitude de croyance et de référence, de révérence et de crainte. C'est une théorie, elle est intéressante, elle est critiquable, et c'est pas être apostat de critiquer la psychanalyse. Contrairement à la religion qui n'est pas une connaissance, qui est entièrement fondée sur une croyance. Une croyance n'est pas moins convaincante qu'une connaissance, elle repose sur une croyance, sur un fonctionnement psychique autre que la connaissance qui repose sur la perception des faits. Donc, il n'y a pas une double allégeance et Freud n'a pas dit conduisez-vous comme ça, jamais il a dit comment l'homme doit se conduire, quelle attitude il doit avoir. Et j'ai compris que les hommes se conduisent comme ci, comme ça, mais il n'a pas prêché la
prêché la psychanalyse, mais il n'a pas prêché un mode d'être au monde. Le deuxième, je crois, c'était l'obsessionnalité. Voilà, il y a une erreur diagnostique très grave. On connaît en France, ça s'appelle les TOC, les troubles obsessionnels compulsionnels. Un des critères, je n'ai pas besoin de le décrire, c'est les personnes qui sentent une force intérieure, une pulsion incontrôlable à faire des actes qu'ils savent complètement inutiles, même ridicules. Donc, l'obsession est une pensée, c'est-à-dire que la personne est obnubilée sous des pensées qui lui viennent au cerveau, qui ne lui appartiennent pas, qui ne sont pas à elle, mais elle est obligée de penser 3 fois telle ou telle chose avant de commencer à manger. Ou elle est obligée de penser 1, 2, 3, 4, et alors elle commence à parler enfin, des pensées ridicules et qu'elle sait ridicules. Ou bien des actes, des compulsions, c'est quand la pensée devient compulsionnelle, je suis obligé de marcher ou non, je ne dois pas marcher entre les dalles du trottoir. Je ne dois pas toucher la poignée parce qu'il risque d'y avoir des microbes dessus. Je ne mange que des fruits ou des légumes qui ont une écorce pour pouvoir manger le fruit sans toucher à l'écorce, enfin des choses comme ça. C'est une maladie terrible. Vous savez que la névrose obsessionnelle, on n'appelle plus névrose obsessionnelle aujourd'hui. Le TOC, un trouble obsessionnel compulsionnel, ça a été la première maladie pour laquelle on avait prescrit la psychochirurgie. Certains, et parce que c'était tellement fait. Effectivement, avec l'opération de séparer les 2 hémisphères du cerveau, la personne avait fini d'être compulsionnelle, obsessionnelle, mais elle avait fini d'être une personne elle-même et était devenue débile. Donc aujourd'hui, ça ne se fait pas. Monite, il s'appelait ce chirurgien. Et donc la différence fondamentale, c'est que les actes religieux, effectivement, peuvent avoir ce critère de répétition la même chose, dire les mêmes phrases. Je n'ai pas besoin de donner des exemples, tout le monde a ces exemples en tête, mais théoriquement, je sais pourquoi je le fais. Je l'accepte. C'est égo-symptôme. C'est pas dystonique. Les TOC, les troubles obsessionnels, sont dystoniques. Je n'en veux pas. Ils me trouvent. Je sais que je suis malade et j'arrive pas à m'en défaire, quoi que je fasse, alors que la pratique religieuse, au contraire, je voudrais la pratiquer de plus en plus et l'être de plus en plus pour que Dieu m'aime, pour que j'ai le paradis, pour n'importe quoi, chacun son truc vis-à-vis de sa propre religion. Mais donc ce deuxième a priori de l'obsessionnalité ne tient pas la route. Le troisième, c'était interdit par la halakha. Alors effectivement, là, il y a un problème, je le connais, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la directive première dans une psychanalyse, c'est de dire à l'individu, dis tout ce qui te vient, essaye de contrôler le moins possible, sans censure, même si tu l'as déjà dit 36 fois, même si ça te vient, même si ça te gêne, essaye de lui dire, c'est comme ça qu'on arrivera à mieux connaître et hopefully, si Dieu veut, si je peux me dire, je pense pas que ça se dise en psychanalyse, tu seras libéré de telle névrose, de telle conduite, de tel mécanisme qui te fait souffrir, que ce soit hystérique, compulsionnel, phobie, que sais-je encore. Alors, c'est un problème parce que la religion dit que tu dois faire très attention à ce que tu dis, comment tu parles, pas de travers. Mais je crois que dans la situation thérapeutique, c'est pas piquoir les faits une analyse. Les rares cas. Mais c'est quand même, c'est un acte thérapeutique. Et si, effectivement, cet acte thérapeutique a quand même été confirmé, prouvé, c'est difficile, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais confirmé comme un acte bénéfique pour l'individu, et ça reste, c'est pas dans le même public, le psychanalyste ne raconte pas à tout le monde ce que son analyste religieux ou pas religieux lui a raconté, et l'analysant lui-même, le patient,
sans doute ne le répète pas non plus. Je crois qu'on peut dépasser cet a priori et permettre, et d'ailleurs ça existe. Moi-même, j'ai eu des patients, on peut nommer comme pratiquants du jeu, et il y a un autre collège, je crois que c'est, qui s'était spécialisé, entre guillemets, la psychanalyse de Haridim, et qui a eu un certain nombre de patients Haridim, pour qui sans doute c'était très difficile, effectivement, de jouer le jeu, si on peut dire, mais qui ont compris l'importance de ce processus. Donc c'est possible. La troisième est d'ordre métaphysique, comme je dis. Hein, est-ce qu'il y aurait une contradiction? Oui, il y a une contradiction ontologique, il y a une contradiction théorique. La psychanalyse fait reposer la responsabilité de l'homme sur l'homme lui-même. Son destin, c'est lui qui décide de sa vie. Il apprend, grâce à l'analyse, à la contrôler, à mieux contrôler ses pulsions, ses réflexions, ses pensées, etc. Mais il est responsable en tout et pour tout devant lui-même et seulement devant lui-même et la société. Alors que dans le judaïsme, les autres religions, on est redevable aussi à une instance spirituelle, une instance transcendantale qui peut les influencer, ce qu'on appelle chez nous l'ashgacha pratit, et qui peut vers lequel nous pouvons être redevables de telle ou telle attitude, de telle ou telle pensée. Alors, en fait, oui, il y a une contradiction, mais à mon avis, l'un n'empêche pas l'autre. On peut être humaniste et bien sûr, temps de répartition, on est avant tout responsable de soi-même, et toi et Dieu t'aidera, être profondément humaniste et se responsabiliser de ce qu'on fait. Et si en plus, il y a une instance transcendantale qui peut agir dans un sens ou dans l'autre, eh bien, pourquoi pas. Alors ça, c'était les 4 a priori de la psychanalyse, de la psychanalyse vis-à-vis du monde religieux. Et il y a les autres a priori des mondes religieux vis-à-vis de la psychanalyse, où j'ai écrit cela. Le monde religieux, il faut aussi rappeler les appelés. Le monde religieux juif ou chrétien prétend que la psychanalyse nie l'existence de Dieu. C'est pas vrai. Ils s'en préoccupent absolument pas. La psychanalyse ne croit pas en Dieu, mais elle ne dit pas qu'on ne doit pas croire en Dieu. Elle ne le nie pas dans le sens où si tu crois en Dieu, tu ne peux pas faire une psychanalyse. Il faut que tu choisisses qui est ton Dieu. Saint Freud ou Jésus ou Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est le premier. Le monde religieux, ouais. Et en tant que tel, serait répréhensible, je ne crois pas. De plus, la psychanalyse libère les instincts que dans ce sens, elle permet tout à tout le monde, et ce qui n'est pas vrai. Au contraire, je crois que la psychanalyse, elle permet, ou même elle entrevoit, elle aide à exprimer tout ce qui est refoulé et qui sort d'une autre façon. Si ça ne sort pas par la parole, alors ça peut sortir par des symptômes psychiques, ça peut sortir par des accès de colère, ça peut sortir par des conduites douteuses, disons de façon générale. Alors que si on a fait une psychanalyse et qu'on sait qu'on a réfléchi et qu'on a ressenti au fond de soi-même ces pulsions, ces réflexions, ces fantasmes, on est plus à même de les contrôler. Donc, dans ce sens, je ne vois pas pourquoi une psychanalyse serait interdite. Et enfin, quatrième, la psychanalyse fragilise les liens familiaux, les valeurs essentielles de la civilisation, et donc dangereuses. Marquer aussi facilite les divorces. C'est vrai que là aussi, on n'a pas de bonnes statistiques. Est-ce que les couples où l'un des deux est psychanalyste, ou en analyse, se divorcent plus que d'autres? À mon avis, c'est peut-être vrai, parce que, là, je vais vous laisser quand même réfléchir. Si la psychanalyse
te permet d'élaborer et de rentrer en profondeur dans tous tes actes, dans toutes tes pensées, et que tu découvres que le choix de ton conjoint n'était peut-être pas exactement ce que tu voulais, et la raison pour laquelle tu t'es marié avec un tel ou une telle n'était pas vraiment par amour, par appréciation, mais que c'était une projection d'un monde idéalisé ou d'une appartenance à tel ou tel groupe social ou d'une recherche d'autre chose, ou bien qu'elle évoquait ou qu'il évoque autre chose. Alors effectivement, ça peut t'amener à une prise de conscience que ton mariage était un acte manqué, c'est-à-dire que tu as agi d'une certaine façon alors que tu pensais d'une autre façon, que tu as agi un acte qui devait être pensé avant d'être agi. C'est la définition d'acte manqué. Et alors mener effectivement un divorce, mais pas forcément, ça peut amener à une réflexion et à une réadaptation avec le conjoint ou la conjointe qui est mise en doute, entre guillemets, à telle ou telle période, telle ou telle phase de la psychanalyse. D'un autre côté, dans le même ordre d'idée, ça peut faire le contraire. Au contraire, ça permet de prendre conscience à quel point la personne qu'on a choisie te convient et aimante et tu l'aimes et vous êtes proches et qu'il y a une communication qui est beaucoup plus profonde que ce qu'elle paraît à l'extérieur. Donc ça, c'était les a priori d'un côté comme de l'autre. Alors dans l'article, je le développe beaucoup plus, il y a plusieurs pages, mais on en est là. Comment conclure? Là, j'ai marqué pour ne pas conclure, parce que j'ai écrit pour ne pas conclure. Différente de la peur qui oblige à la fuite ou à la confrontation en danger. Ah oui, ça, je vais dire un mot là-dessus, quand même. Dans les troubles post-traumatiques, c'est pas la psychanalyse, une réaction, il y a 3 réactions possibles au danger, au traumatisme. On les appelle les 3 F en anglais. Fight, flight and freeze. Tu es confronté à un danger, une des réactions possibles, c'est de le combattre. De tirer sur le lion qui te dessus, ou de tirer sur le terroriste qui a sorti un couteau, ou chacun peut imaginer des situations de grand danger. Et s'il raisonne, il faut que le cerveau aille très très vite et dire, bon, dans cette situation, j'ai des chances de combattre et de m'en sortir. Le deuxième, c'est flight, c'est-à-dire qu'automatiquement, s'envoler, flight, partir, courir à toute vitesse, plus vite que le lion ou que la panthère, le nourrice. Et ces deux réactions sont vitales, je pense, sont tout à fait acceptables. A priori, a posteriori, c'est qu'à posteriori qu'on peut savoir si elles étaient correctes ou non. La troisième est catastrophique, c'est freeze. C'est-à-dire que devant, et on a vécu ça pendant la guerre, à la guerre du Kippour, à la guerre de Galilée, des soldats qui étaient face au danger. Il y a certains, mais ils luttaient comme ils avaient appris à le faire, ils combattre, essayer de combattre l'ennemi. D'autres qui partaient à toute vitesse pour sauver leur propre vie. Et le plus grave, il y en avait qui bougeaient plus, qui étaient pétrifiés dans le sens le plus fort du terme et qui évidemment se mettaient beaucoup plus en danger de cette façon-là. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce que je l'ai écrit. La crainte qui prépare, différente de la peur qui oblige à la fuite ou à la confrontation en danger, la crainte y prépare. Ah voilà, ça que je voulais dire. Stimule la créativité pour une meilleure vitalité. Le fait de craindre quelque chose de façon générale, pas de la psychanalyse seulement, mais dans la vie de tous les jours, comment on dit en hébreu, chashdeu vekabdeu. C'est-à-dire, sois prudent, c'est-à-dire, il ne faut pas être non plus paranoïaque, tout mettre en doute, mais il y a des dangers dans la vie, et mieux on les comprend, mieux on les connaît, mieux on est capable de s'y confronter, et donc de ne pas rater quelque chose, parce que ce serait dommage. Il y a des fois, il y a des craintes qui ne sont pas justifiées, qui sont justifiées parce qu'effectivement, il y a un danger inhérent à la chose, mais qu'on peut régler autrement
qu'en disons, qu'en les fuyant ou en les détruisant, mais qu'on peut amener les choses à ses propres besoins. Et donc, ça développe la créativité et la vitalité. La psychanalyse est par définition interminable, comme est la recherche scientifique, et encore plus comme étant recherche du sujet qui est à chaque fois un autre soi-même. Alors, si vous vous souvenez, ça va dans le sens, qu'est-ce que j'écris là? Il eût fallu, pour compléter honnêtement cette présentation, parler des bienfaits, des apports de la psychanalyse. Je l'ai fait un petit peu à la société, aux patients, aux analystes, aux femmes et aux religions. Je lui fais un petit Alors, vous vous souvenez, la première phrase que j'ai dit tout à l'heure, en disant que quand un psychanalyste, un psy quelque chose, rentre dans une réunion de famille, d'amis, il est tout de suite pointé comme tel, et on dit faites attention. Et j'ai dit de façon très honnête que c'est pas ce qu'on fait, on n'est pas du tout préoccupé par ça, on est là pour être avec des amis, et pas pour les tester, et encore moins pour les détester. Alors pour terminer, je voudrais vous raconter une autre petite anecdote qui peut être en relation avec la première. J'avais donné ma voiture à réparer au garage, et comme mon garagiste est un monsieur très honnête, ça existe, c'est des garagistes honnêtes, me disait, quelqu'un disait, tous les garagistes sont malhonnêtes, mais il y en a qui travaillent pas trop mal. C'est pas vrai, c'est du lâchonnage. Et donc mon garagiste qui était honnête m'a dit, viens, on va faire un tour, c'est une réparation assez importante. Et donc on a fait un petit tour en ville pour voir si tout marchait bien. Et on était arrêté à un feu rouge. Bon, on était arrêté au feu rouge. Et il me dit, tu entends? Moi, j'entends rien du tout. J'entends. Mais non. Écoute la voiture qui est là à l'autre gauche. À l'autre gauche, pas une voiture à l'autre gauche, qui roule que voiture. Écoute bien. Bien, hein? Et mais il y a le cliquetis du troisième piston n'est pas bien réglé. C'est-à-dire que nous avons tous des déformations professionnelles. Alors, on va laisser. Alors, si vous voulez en savoir beaucoup plus, parce que ce que je vous dis, c'est vraiment très succinct, sur la psychanalyse. Alors, en français, il y a des étagères entières de psychanalyse à la FNAC. C'est pas difficile. En Israël, c'est un peu plus rare. Ça commence à se faire. Mais il y a un ouvrage que j'ai dirigé il y a une vingtaine d'années, un peu plus, que j'ai appelé Psychoanalysa Halacha ve'Maaseh. Je mets là, si vous voulez, l'éditeur, c'est Hotzat Junon, ça s'appelle. Donc, ce sont des articles faits par des psychanalystes israéliens. Vous le voyez là, je vous montre l'écran. Un Psychoanalysa Halacha ve'Maaseh aux éditions Junon. Et c'est des articles d'abord sur toutes les théories psychanalytiques, l'histoire de la psychanalyse en profondeur, et les différentes pratiques, analyse de groupe, individuelle, en hôpital, extérieur, etc. Donc ça, pour les gens que ça intéresse. Voilà. Maintenant, Dov m'a dit qu'on devait laisser du temps pour les questions. Alors, faut peut-être ouvrir les micros. Voilà, ouvrir. Je vois que dans le chat, personne n'a posé de questions dans le chat. Bon. Non, dans le Alors, chat. j'ai une question, Jocelyn. Je vois Tu que as parlé de... D'abord, tu me prends une photo. Ok. Non, mais quand je suis sur mon téléphone, comme je ne suis pas à la maison, je ne peux pas. Alors, tu as parlé de ta Il y a quelqu'un d'autre jeunesse. qui parle en même temps que toi. Quelqu'un d'autre? Voilà, C'est Jackie qui parle maintenant. c'est moi qui parle. Bon, tu as parlé de tes études. Et tu as commencé, tu as dit que j'ai eu un professeur, le professeur Levovici, qui t'a beaucoup impressionné. J'aurais voulu savoir comment ça se passe pour faire des études de psychanalyse. Je sais que quand tu veux devenir chirurgien, tu es avec le patron, tu l'aides, tu lui tends des instruments.
et petit à petit, tu fais d'autres gestes. Au bout d'un mois, il te donne pour inciser, etc. En psychanalyse, tu as dit que on ne peut pas assister à une séance de psychanalyse. Alors, comment ça se passe? Comment apprend-on? Non. Est-ce que tu comprends ma question? Oui, 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 tout à fait. Pour suivre un cursus, une formation psychanalyse, il faut être soit psychiatre, soit psychologue clinicien, soit assistant social avec un MA, un master d'assistance sociale. C'est la condition première pour entrer à l'Institut de psychanalyse. Et psychiatre, je crois qu'ils permettent, même en formation psychiatre, tu n'es pas obligé d'avoir complètement fini les 5 années de spécialisation. Et auparavant, ou même concomitamment, enfin, 6 mois avant, tu dois suivre une psychanalyse personnelle. C'est la partie la plus importante, enfin importante, qui est très prégnante, très problématique, parce que ça coûte de l'argent. Aller 4 fois par semaine chez un thérapeute, ça prend du temps, parce qu'on a d'autres choses à faire. C'est difficile pour soi et c'est difficile pour moi. Voilà, mon épouse est là. Elle dit combien elle a souffert pendant ces 5 ans d'analyse. C'était difficile, mais elle sait aussi quel homme extraordinaire je suis devenu depuis. Donc, ça va du coup. Mais non, donc, la première chose, c'est une vraie, pas une psychothérapie psychanalytique, mais une réelle psychanalyse chez des psychanalystes qu'on appelle les psychanalystes didactiques. Ce sont des personnes qui ont déjà une longue expérience. Ensuite, tu suis 2 ans de cours théoriques. C'est des séminaires, 1 ou 2 fois par semaine, sur la théorie, sur les publications, il faut lire. Ensuite, tu commences à tu prends un patient qui t'est adressé par la société de psychanalyse, donc avec une certaine responsabilité, et tu dois avoir une supervision personnelle chez un psychanalyste didactique, c'est-à-dire que tu vas 1 fois par semaine et tu lui racontes les 4 séances et lui il te dit, il commente avec toi, c'est pas seulement dire c'est bien, c'est pas bien, mais il essaye de repérer les difficultés que tu as peut-être à appréhender certaines paroles, certains contenus, il te donne des avis techniques aussi. Et parallèlement, il y a une supervision de groupe. Supervision de groupe, c'est-à-dire on était, je me souviens pas, une dizaine quoi, dans notre Marzo, on était une dizaine, et chaque fois c'était quelqu'un d'autre, deux, qui apportait 1 ou 2 séances, et les copains commentaient, amenaient leur compréhension. Et comme ça, progressivement, on arrivait à parfaire, à personnaliser notre pratique. Et ensuite, tu reçois un deuxième patient. Et au bout non, il faut 3 patients sous supervision personnelle et supervision de groupe. Et alors, à ce moment-là, tu dois présenter un des cas pour être membre associé, pour être je suis comme psychanalyste associé, c'est comme un mémoire, quoi. Il faut que ça ait une 50aine de pages où tu racontes une psychanalyse entière et tu dois la présenter au forum de toute la société de psychanalyse qui pose des questions, qui critique, qui emmerde le monde. Enfin bon, c'est pas évident comme ça. Et après, si tu veux suivre encore un grade de plus et être membre à part entière, tu dois présenter une conférence, un travail théorique. Et moi, j'avais présenté un travail sur la normalité, il me semblait, à propos de normalité, j'avais dit, en hébreu évidemment. Et c'était un sujet qui m'a toujours préoccupé encore aujourd'hui. Et plus je connais du monde, et plus le problème de la normalité me préoccupe. Ça répond à ta question, Jacqueline? Tout à fait. Content, ce truc, hein. Tout à fait. Donc jamais. Hein? J'en conclus que ce n'est pas pour moi. Oui, Claudine répète, ça dure longtemps et ça coûte cher. Mais ça apporte beaucoup. Ça te permet d'avoir des patients en psychanalyse. Très bien, merci beaucoup, Jocelyn. Mais il faut commencer jeune en général.
Oui, non, j'étais en train de réfléchir, est-ce que je me lance là-dedans ou pas? Mais tu Bon, peux, c'est un peu trop long, jusqu'à 120. Écoute, il te reste encore 40 ans, à peu à près. peu près. C'est pas mal d'une carrière de psychanalyste. C'est pas mal. Merci beaucoup en tout cas, c'était passionnant. Zéro, les micros sont tous ouverts Non, pas tous, ou aucun? pas tous. Tous étaient dans le Qui demande la parole? Alors tout le monde dort? Ça laisse Patrick, longtemps la psychanalyse. J'ai Attendez, une question. vous êtes allongés tous sur votre canapé pour. Non, moi, j'ai une question, Jocelyn, bonsoir, c'est Oui. Hélène Tri. Hélène. Une question sur les développements actuels. Par exemple, vous avez cité Lionel Nakache. Et je voudrais savoir justement comment ça s'articule, les recherches sur le cerveau et ce qui est déjà connu en matière de psychanalyse, comment les deux s'articulent. Alors, disons, dans les congrès de neuropsychanalyse que j'ai assisté et les revues, ils reprennent les concepts de phénomènes de défense, de déni, de refoulement, etc. Et ils les examinent au niveau du fonctionnement cérébral et de façon à affiner ce fonctionnement-là, à comprendre par où ça passe, je peux dire, et comment l'organisme influe sur le psychique. Alors, c'est très pointu comme recherche, mais effectivement, je crois que c'est fondamental pour la psychanalyse. À mon avis, je crois que les écoles de psychanalyse, même en Israël, ne sont pas suffisamment ouvertes à cette approche-là, qui pourtant représenterait l'avenir de la psychanalyse. C'est une réalité. Alors, des exemples très précis, par exemple, il y a comment ça s'appelle, un trouble de... On ressent pas, on n'est pas conscient. Disons, c'est des patients qui sont amputés d'une main, je me souviens, présentation d'une main ou d'un bras, et qui ne sont pas conscients de cela. Ils croient qu'ils ont encore leur membre. Le membre fantôme. Le membre ouais, fantôme, oui. Et alors, ce chercheur, je me souviens, c'était vraiment impressionnant, il lui mettait un plateau devant lui en lui disant, vas-y, apporte-moi le plateau. Et le bonhomme venait et il prenait comme s'il avait les deux poignées du plateau. Évidemment, le plateau se cassait la gueule parce qu'il le tenait soulevé seulement d'un coup d'œil. Mais pour lui, donc, le déni était inscrit dans son cerveau, là, effectivement, la représentation de ce membre fantôme. Et les interactions, notamment avec le monde affectif, qui est dans l'hippocampe, et qui envoie des faits que chaque réflexion aujourd'hui est une interaction entre le monde cognitif du préfrontal cortex et le monde affectif de l'hippocampe au centre du cerveau. Et toutes nos pensées, toutes nos réflexions, et c'est pour ça qu'on se souvient beaucoup mieux de choses qui nous intéressent, sur lesquelles nous aurons une projection affective, un intérêt affectif sur la chose, que simplement se souvenir de la table de multiplication, on est obligé d'apprendre par cœur, ce qui ne nous intéresse pas. Et les enseignants savent bien qu'ils doivent intéresser leurs élèves pour être sûrs d'être entendus et d'être retenus. Patrick, une intervention sur ton expérience de praticien ou pas? Moi, si Jocelyn ne se sent pas habilité à représenter la psychanalyse, encore moins, je me sens encore moins habilité à représenter la psychanalyse, vu ma courte expérience. Moi, je ne peux parler que de mon expérience personnelle, qui est une expérience d'analysant et d'analyste en période de supervision. Mais quelqu'un parle en même temps. Mais c'est vrai que j'ai remarqué, alors je ne vise personne bien sûr, hein, parce qu'il y a beaucoup d'amis là, mais j'étais
avant d'être en supervision et d'être en devenir, d'être psychanalyste, j'avais des amis et je n'étais pas, et j'étais tout simplement un commercial, peu importe dans quelle branche. Et c'est vrai qu'à partir du moment où je revêtais Jung parle d'une persona, bon, peut-être qu'on va pas parler beaucoup de Jung là, mais c'est pas grave. Donc, à partir du moment où j'avais le masque du psychanalyste, je sentais d'abord un silence qui se faisait, il y a comme un entre-deux dans la relation. La personne en face se demandait ce qui allait se passer, si c'était vraiment Patrick Abel qui était en face de lui ou quelqu'un d'autre, ou le psychanalyste, comme a dit Jocelyn, qui sait, qui interprète, qui devine, qui sous-entend que, etc., etc. Donc ça, je l'ai vraiment ressenti. Jusqu'à un point que parfois je me dis, je dis plus rien, quoi. Je dis plus rien parce que je veux tout simplement avoir une relation amicale, fraternelle avec les gens et sans tout de suite ils me collent quelque chose sur la figure que je suis obligé d'ailleurs d'assumer à chaque fois. J'ai été dans des réunions philosophiques où les gens se tournaient vers moi. Ah, le psychanalyste, il doit avoir une interprétation, il doit savoir. Non, moi je ne sais rien, quoi. Et surtout, je ne sais jamais rien, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire sur mon expérience personnelle. Bon, l'autre peut-être point, c'est que par rapport à la formation, je dois préciser que bien sûr, en Israël, il faut être médecin, il faut être psychologue, bon, mais il y a aussi des psychanalystes qui n'ont pas du tout de formation de médecin, ni de psychologue, ni autre, et qui passe par, comme je suis passé, par une analyse personnelle qui dure très longtemps, et puis ensuite par une supervision et par l'étude de la théorie qui dure aussi très longtemps. Et tout ça, ça met très très longtemps, 10, 11, 12 ans, et ne se termine jamais. Voilà. Si ça se termine, comme disait Woody Allen, j'ai fait 25 ans d'analyse, j'ai arrêté quand je me suis aperçu que mon thérapeute était guéri. Donc, Ouais. Alors, je voudrais pas citer Freud, mais Freud disait que la psychanalyse ne guérit pas, elle soigne. Oui, mais ça c'est la responsabilité de tous les médecins. Nous avons l'obligation de traiter, nous n'avons pas l'obligation de guérir. Voilà. Si on guérit, bah, tant mieux, ça peut arriver. Mais ce qui est important, l'obligation, c'est de soigner. Alors, la psyché humaine est tellement complexe et elle évolue. On peut l'améliorer sans doute, sans aucun doute. C'est pas stable. Il y a vraiment des gens qui souffraient beaucoup, beaucoup dans leur fonctionnement mental et qui ont été, vraiment, ça a changé leur vie. Il n'y a pas de doute. Peut-être pas guéri complètement, mais Ah, Jocelyn, on n'a pas, dans ta présentation très très intéressante, tu n'as pas parlé, tu as parlé, bon, que la psychanalyse n'était pas une religion, mais tu n'as pas parlé de ce Weltanschauung, de cette vision du monde. Alors, est-ce que la psychanalyse, enfin, moi j'ai ma réponse, mais je te pose la question, est-ce que la psychanalyse a une certaine vision du monde? là, je suis pas, non, je connais pas assez bien tout le monde théorique. Je peux supposer qu'il y a des articles là-dessus, mais je les ai pas lus. Étant donné que les psychanalystes ont touché à tout, ils touchent à tout, j'ai vu dernièrement, parce que je devais faire une dracha, il y a un article sur Conidré, psychanalytique, qui expose pourquoi Conidré comme ci, comme ça. Donc ça veut dire une vision du monde, pas fondamentalement humaniste, mais aussi pessimiste. Enfin, Freud était très pessimiste. La critique était optimiste, mais enfin, il décrivait un monde où il n'y a pas grand-chose à attendre de l'homme. Ce qui est, ça, chacun dira dans quelle mesure c'est plus vrai ou moins vrai. Et le monde qu'on vit, c'est pas extraordinaire. Et
Jocelyn, Mais quelle attends, est... la réponse, Patrick, puisque tu dis que tu as ta réponse, tu peux nous la donner? Alors, ma réponse, c'est une réponse qui est tout à fait personnelle. Je ne pense pas que la psychanalyse a une vision du monde, mais je pense qu'en en ayant été analysant et analyste, il arrive qu'on ait une vision du monde différente de celle qu'on avait au début. Ça, c'est normal. Je pense que c'est une évolution normale, effectivement. Jocelyn, je peux te demander ce que tu penses des thérapies brèves et notamment de l'hypnose par rapport à la psychanalyse. Euh, ce que j'en pense. Alors, j'ai pas suivi de formation d'hypnotiseur. J'ai entendu parfois toucher à l'hypnose, c'est assez dangereux. Ça peut aider, notamment dans les troubles traumatiques, c'est-à-dire où tu sais que le trouble mental est très localisé. Ce qui est refoulé, c'est un accident, c'est un fait, c'est un événement insupportable Traumatique, ouais. et que l'hypnose peut aider à le reconsidérer, à le revivre et alors libérer le refoulement qui peut être très grave. Et les thérapies brèves, elles ont l'avantage d'être brèves, donc elles coûtent moins cher. Elles sont, il y a beaucoup de thérapies brèves. Il y a des thérapies brèves d'orientation psychanalytique. Alors, ce qui est important dans les thérapies brèves, c'est, même d'orientation psychanalytique, c'est de ne pas toucher au transfert. Dans une psychanalyse longue, tu suscites le transfert, tu essaies de l'interpréter progressivement pour le faire se développer et ensuite le rattraper, ensuite le résoudre. Ça ne doit pas rester. Quelqu'un qui arrête une psychanalyse au milieu d'un transfert, c'est grave. Hein. Et de la part de l'analyse, la personne, elle part, c'est grave. Mais bref, tu touches vraiment sur ce qu'on appelle le here and now. Tu travailles sur les événements que la personne est en train de vivre. Quels symptômes, pourquoi elle est angoissée, qu'est-ce qui lui arrive, et donner un peu des conseils, mais disons, expliquer, essayer de faire revivre les choses. Et avec beaucoup de prudence. Tu n'as pas l'ouverture, le temps qu'a la psychanalyse pour rentrer. Et ça, une psychanalyse peut être douloureuse. Il y a des périodes vraiment très, très difficiles quand il y a des choses refoulées, des hésitations. Si on avait le temps, je vous raconterais, mais une autre fois. Alors, maintenant, ça peut être efficace, il n'y a pas de doute, les psychothérapeutes. Il y avait des modèles en 12 séances, il y avait une fois un modèle en 2 séances. Pourquoi pas? Moi, je voudrais Merci. parler de ma petite expérience. J'ai passé il y a une dizaine d'années une phase de dépression assez profonde et j'avais été voir un lacanien. Et franchement, c'était pas une bonne expérience parce que il me disait, je vous écoute. Et j'étais désemparé, mon cerveau était à moitié vide. Je disais, mais je n'ai rien à dire, je ne sais pas, tendez-moi une perche pour me faire démarrer. Non, non, je vous écoute. Et je ne pouvais pas parler au bout d'une demi-heure. Bon, on se revoit la semaine prochaine, 60 euros. Voilà mon expérience avec la psychanalyse, donc j'en ai pas un bon souvenir. Enfin, pas une bonne expérience. Mais c'est, à mon point de vue, cette attitude des lacaniens qui s'autorisent à réduire le temps des séances. En principe, c'est 50 minutes, 45. Mais comme par hasard, quel est leur principe? Ils disent, s'il a été dit quelque chose de fondamental, comme ça, de crucial, alors il faut rester là-dessus. Et comme par hasard, c'est toujours dans une séance plus courte qu'une séance plus longue. Tu n'as pas d'un lacanien qui est resté 1 heure et demie parce que rien n'avait été dit. Non, de laisser souffrir un patient parce qu'il ne parle pas. Ils oublient, je crois que, de nouveau, je ne veux pas trop parler de Lacan parce que je ne connais pas assez bien, mais l'aspect thérapeutique de la psychanalyse n'est pas fondamental. Alors que pour nous, enfin, en tout cas pour les médecins, on a choisi médecine pour ça aussi, c'est pour essayer d'aider les gens. Et c'est vrai que des fois, il y a des silences
qui sont très, très pesants. Effectivement, on peut laisser, mais ne pas parler peut être une interprétation, mais il ne faut pas laisser le patient dans la souffrance du silence. Surtout si tu dis que le symptôme, presenting symptom, le symptôme avec lequel il est venu, c'est une dépression, on ne laisse pas quelqu'un déprimé dans le silence comme ça. Mais il y a des techniques, il y a des paramètres, il y a 36 trucs. 36. Je voyais en même temps un psychiatre qui, lui, est un chimiste. Il me donnait une pilule de ceci, une pilule de cela. Il me disait, ça s'appelle dépression mélancolique. Il me disait, je peux rien faire pour vous, juste vous calmer. Dans 6 mois, vous allez en sortir comme ça, comme vous y êtes rentré. Effectivement, à peu près 6 mois après, jour pour jour, un matin, je me suis réveillé avec la sensation que ça y est, je revoyais le monde normalement et non pas derrière un rideau de coton. Et effectivement, c'est le jour au lendemain, ça s'arrête. Et voilà. Et voilà. Bon, c'est tout. C'est pas intéressant. Content que ce soit comme ça. Je peux poser une question, Jocelyn? Juste pour finir mon témoignage, une amie qui a vécu ça aussi il y a 20 ans m'avait dit, attention, une fois que l'ennemi est entré en toi, il peut à tout moment ressurgir dans ton dos et t'assommer. Et depuis, ça fait 10 ans maintenant, je reste toujours vigilant. Et effectivement, parfois, j'ai le sentiment de me dire, ah, je ressens quelque chose comme il y a 10 ans. Attention, il faut que je bouge, il faut que j'agisse, il faut que je machin, il faut que... C'est peut-être pour ça que je vous emmerde tellement avec écrit et chuchotement et les balades, etc. Il faut que je bouge, sinon ça m'inquiète. Tu peux nous envoyer des endives plusieurs fois par les semaine. endives aussi, Les endives, c'est un bon traitement. C'est un très bon traitement. On te veut en bonne santé. Jocelyn, la conférence était intéressante, très intéressante. Une question, le rapport avec l'argent, l'importance de payer son analyste. Et je ne parle pas d'expérience personnelle, mais j'ai entendu parler de ça, parfois d'insister pour avoir de l'argent en espèces. Est-ce que ça aide à la cure? Alors, tous les psychanalystes diront, ben, bien sûr, puisqu'ils ont intérêt à ce que ça aide. En espèces, pas forcément. C'est-à-dire, il y a le contrat thérapeutique. On commence une analyse, on présente au patient, voilà. En général, on va 2, 3 séances pour se connaître et poser l'indication de l'analyse. Et dire, je pense qu'effectivement, une psychanalyse peut être bénéfique pour vous. Alors, ça consiste en ceci. Vous devez venir 3 fois, 4 fois par semaine. Vous êtes allongé sur le canapé. Il vous est demandé de parler le plus librement possible, de vous laisser exprimer. Ça coûte tant et tant, et on doit décider, est-ce que vous voulez payer à chaque séance, toutes les 2 séances, une fois par mois, mais une fois qu'on a décidé, on n'en parle plus et ça va se faire spontanément. Et pour pas que ça parasite la relation. Et ça ne fait pas partie. L'argent, c'est important parce que, je vais te dire, si on ne paye pas, il y a même des analystes extrémistes, moi ça m'a été très difficile ce truc-là, que même si tu ne viens pas à ta séance, elle est due. Ce qui dit, pour moi, vous êtes sur ma liste, dans mon programme. Si vous ne venez pas, ben, personne d'autre ne vient. Donc ce temps-là est à vous. Vous payez pour ce temps-là, le lundi à 3 heures et le mercredi à 4 heures. Je sais pas, donc vous êtes redevable, à moins, moi je leur disais, si tu ne peux pas venir, tu me préviens le plus tôt possible. Si j'ai pu mettre quelqu'un, ça pour les psychiatres, c'est peut-être plus facile. Si un autre patient a pu utiliser, alors évidemment, je ne facturerai pas. Mais sinon, et quand les gens doivent payer, ils font vraiment très attention à venir. Là, tu vois la comparaison dans les dispensaires d'hygiène mentale. Les gens annulent à tort et à travers, ils viennent pas, ils s'en foutent. Alors que là, il y a une discipline. Le cadre fait vraiment partie il y a un engagement et du patient et du médecin. Mais ça n'a pas de fonction curative. En 2 secondes. Moi, j'ai arrêté maintenant de travailler depuis 2, 3 ans parce que prendre un patient en psychiatrie, à plus forte raison en psychanalyse,
c'est un engagement pas facile du tout. C'est un mariage catholique, quoi, pratiquement. Donc, tu t'engages à prendre un patient et pour faire correspondre les vacances avec lui pour pas, hein, et c'est un point. Tu as monsieur un tel ou madame un tel jour, tel jour, tel jour, faut que tu sois là. On ne peut pas changer à tort et à travers. D'accord, mais ça n'a pas une le- fonction, ça n'a pas du tout une fonction curative, ça veut dire. C'est juste pour fidéliser le patient. Non, une fonction éducative, si tu veux. Donne le cadre. Il y a un cadre, il y a le setup, ils appellent le setup psychanalytique. La chambre doit être à peu près comme ça, pas trop de stimuli. Et le canapé, toujours à la même heure, pour respecter les heures très précises. Il y a quelque chose, je dirais pas d'obsessionnel, mais de précis pour que le cadre ne dérange pas. Et l'argent fait partie du cadre. D'accord. Mais, oui, ça, J'aurais la tentation de te demander l'adresse de ton garagiste, mais ça sort du sujet, je pense. non, parce que ma voiture est en leasing, donc j'ai pas de garagiste. C'est la société de leasing qui s'occupe des réparations quand même. Ok, C'est peut-être tu as répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup. hein. Moi, j'aurais une question. Alors, d'abord, merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la critique des excès de la psychanalyse. Parce qu'effectivement, au début, c'était une vision révolutionnaire de l'individu. Et c'est devenu aujourd'hui une sorte d'idéologie qui, pour certains, et même devrait être hégémonique. Donc, merci pour cette critique. Et la question que je voudrais te poser, c'est à propos de la contradiction possible ou imaginaire entre psychanalyse et tradition juive. On a l'impression, alors c'est une question que je me pose, que dans la tradition juive, l'homme est transparent à lui-même, c'est-à-dire qu'il est doté, il est supposé être doté du libre arbitre et d'être en quelque sorte tout puissant pour maîtriser ses pulsions. C'est un peu ce que dit Dieu à Caïn au début de la Genèse en lui disant Chatat rovetz bapetar, veata timsholbo. Et toi, tu peux le dominer. Alors que j'ai l'impression que dans la théorie psychanalytique, l'homme peut être jouet de ses pulsions. Il n'est pas entièrement transparent à lui-même. Il a besoin d'un tiers pour, en quelque sorte, voir plus clair en lui. Et donc, s'il n'entame pas, enfin, s'il n'entame pas un processus thérapeutique, il peut être joué de ses pulsions, ce qui serait une limitation à son libre arbitre. Alors que, bah, si j'ai bien compris, dans la tradition juive, il y a l'idée que l'homme est capable de maîtriser toutes ses pulsions. Alors, je ne sais pas si je me suis exprimé clairement, mais je voudrais avoir ton avis là-dessus. Et que les religions affirment le libre arbitre. L'histoire du libre arbitre dans les religions, c'est pas une conférence, c'est un séminaire entier. Enfin, c'est très tentant d'en parler. La théorie psychanalytique dit l'homme est soumis à des pulsions, pulsions de mort, pulsions de vie, pulsions sexuelles, pulsions de domination, pulsions agressives, etc. Elles sont là, c'est une constatation. Elles peuvent porter atteinte au bien-être. La psychanalyse cherche le bien-être des hommes, au bien-être des hommes. Donc, il faut arriver à les connaître, à les identifier et à les contrôler. Et donc, la psychanalyse, bien sûr, puisqu'elle est humaniste fondamentalement, elle accepte le libre arbitre, elle affirme le libre arbitre et la possibilité, dans une mesure, dans une grande ou grande mesure, de les contrôler. Et se met surtout en face des conséquences du non-contrôle des pulsions. Maintenant, de parler de la religion et du libre arbitre, oui, évidemment, Dieu dit, donc, théoriquement, il y a un libre arbitre. Mais l'ashgacha pratique, c'est une atteinte au libre arbitre, même dans le sens positif. Autre question, intervention?
Je remercie tous ceux qui me remercient, là, le chat. Il n'y a pas de Moi, questions, il y a des je remerciements. te remercie, Jocelyn, et je regrette pas d'avoir insisté. Hein, ça a été Ouais, il a insisté, le mec. insisté, mais je regrette pas. Hein. Je m'en veux pas. Non, je suis rentré de Genève aujourd'hui à 12h30, 1h. J'avoue, avec d'autres choses. Mais enfin, c'était prêt, plus ou moins. Selon les clés, moi, j'ai Alors bon, si tout le monde. de plus en plus de mal à trouver mes mots. Et je crois que je vais arrêter de donner des conférences parce que ça Non, mais ça va, on entendait Claudine derrière qui te soufflait les mots, donc ça va bien. Il est encore là, moi je la vois pas. Tu as ton backup, si on la voit là-bas. J'ai toujours dans mon dos. Ouais. Bon, ben merci à tous, c'était super Merci sympa. à tout le monde. Merci. Et C'est quoi si la vous avez semaine encore le prochaine? courage, si vous avez le courage, encore dans 2 semaines, on retrouve Hélène sur le livre qu'on a lu de Emouna Alon. Emouna Elon, Emouna Elon. la maison sur l'eau. La maison sur l'eau que vous avez en e-pub sur le site. S'il y en a qui le veulent, qui ne le retrouvent pas en e-pub, demandez-le-moi en message privé, je leur enverrai. C'est dans 2 semaines. Dans 2 semaines exactement, oui. Ok. Alors, Allez, bonne merci. soirée. Merci, Merci Jocelyn. Patrick pour la salle. Natacha, Bye bye. merci beaucoup de m'avoir stimulé. Merci à toi. Salut Patrick. On arrête, on ferme. Allez, ouais, c'est Patrick qui ferme, c'est lui qui. Ah, d'accord.